Imagine un moment où tu te réveilles et réalises que la personne dans le miroir ne te ressemble plus. Non pas parce que ton apparence a changé, mais parce que tu as passé tant d'années à te façonner selon les attentes des autres que ton essence véritable s'est évaporée. Cette révélation brutale, Carl Gustav Jung l'appelait la confrontation nécessaire avec son ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons enterrée pour devenir acceptable aux yeux du monde. Combien de fois t'es-tu regardé dans la glace sans te reconnaître, non à cause des rides ou des années qui passent, mais parce que tu ne sais plus qui tu es vraiment sous toutes ces couches de compromis et de masques sociaux? Combien de nuits as-tu passé à te demander pourquoi tu te sens si vide, malgré une vie qui semble parfaite de l'extérieur? Cette disconnexion profonde entre ce que tu projettes et ce que tu ressens au fond de toi, Jung l'avait identifié comme l'une des souffrances les plus répandues de notre époque. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi la plupart des êtres humains vivent dans une prison psychologique qu'ils ont eux-mêmes construite, et comment la sagesse révolutionnaire de Carl Jung peut te libérer de cette existence factice pour enfin commencer à t'aimer authentiquement. Car il existe une différence abyssale entre exister et vivre, entre fonctionner et s'épanouir, entre survivre émotionnellement et créer une existence qui résonne avec ton âme la plus profonde. Avant de plonger dans cette exploration qui va transformer ta perception de toi-même, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque vidéo que nous créons ici est pensée comme une clé psychologique pour déverrouiller les mystères de ton développement personnel authentique, basée sur les découvertes les plus profondes de la psychologie analytique. Ton abonnement ne soutient pas seulement notre travail. Il t'assure de ne jamais manquer ces révélations qui pourraient être le catalyseur de ta propre révolution intérieure. Jung avait découvert quelque chose de troublant dans sa pratique clinique. La majorité des personnes qui venaient le consulter ne souffraient pas de traumatismes spectaculaires ou de pathologies évidentes. Elles souffraient de ce qu'il appelait le mal du siècle. Cette sensation sourde mais persistante que leur vie ne leur appartenait pas vraiment, qu'elles vivaient dans un rôle qu'elles n'avaient jamais consciemment choisi. Ces patients fonctionnaient parfaitement en société. Ils avaient des carrières respectables, des familles aimantes, des réussites tangibles. Pourtant, ils ressentaient un malaise profond, une impression de vivre à côté de leur vraie vie. Jung réalisa que ce malaise n'était pas pathologique, c'était le signal d'alarme d'une âme qui refuse de continuer à vivre dans le mensonge. Selon les recherches contemporaines en neurosciences, quand nous vivons de manière inauthentique, notre cerveau active constamment les centres de stress, créant une tension chronique qui épuise notre système nerveux. Cette fatigue existentielle que tant de personnes ressentent n'est pas le résultat d'un surmenage physique, mais d'une trahison psychologique continue envers soi-même. Script France. Texte écart, voici la vérité que notre société préfère ignorer. Nous grandissons dans un monde qui récompense la conformité et punit l'authenticité. Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à éditer notre personnalité, à supprimer nos impulsions naturelles, à façonner notre expression pour obtenir l'approbation de nos parents, de nos professeurs, de nos pairs. Cette adaptation n'est pas consciente, elle se fait graduellement, imperceptiblement. Un jour, tu ris spontanément et quelqu'un te dit de faire moins de bruit. Une autre fois, tu exprimes une opinion sincère et tu vois la déception dans les yeux de quelqu'un d'important pour toi. Progressivement, tu apprends à censurer ta joie, à modérer tes opinions, à réprimer tes désirs authentiques. Jung appelait ce processus la formation du persona, ce masque social que nous portons pour naviguer dans le monde. Le persona n'est pas nécessairement négatif. Nous en avons tous besoin pour fonctionner en société. Le problème surgit quand nous nous identifions complètement à ce masque, quand nous oublions qu'il existe quelqu'un derrière cette façade soigneusement construite. C'est exactement ce qui se passe quand nous cessons de nous aimer authentiquement. Nous ne tombons pas amoureux de qui nous sommes vraiment. Nous tombons amoureux de l'image de nous-mêmes que nous avons créée pour être aimés des autres. Et cette image, aussi parfaite soit-elle, ne peut jamais satisfaire les besoins profonds de notre âme authentique. La conséquence de cette déconnexion est dramatique. Nous commençons à gaspiller notre vie, non pas de manière évidente ou spectaculaire, mais de façon subtile et constante. Nous investissons notre énergie dans des relations qui nous vident plutôt que de nous nourrir. Nous poursuivons des objectifs qui impressionnent les autres, mais qui ne résonnent pas avec nos valeurs profondes. Nous développons des habitudes qui nous anesthésient plutôt que de nous éveiller.
Jung avait identifié que cette forme de gaspillage existentiel créait ce qu'il appelait la souffrance inutile. Contrairement à la souffrance nécessaire, celle qui accompagne la croissance, l'apprentissage, les pertes inévitables de la vie, la souffrance inutile naît de notre résistance à être qui nous sommes vraiment. Des études récentes en psychologie positive montrent que les personnes qui vivent de manière authentique présentent des niveaux significativement plus bas de cortisol, l'hormone du stress, et des niveaux plus élevés de sérotonine et de dopamine, les neurotransmetteurs du bien-être. L'authenticité n'est pas seulement une question philosophique, c'est une nécessité biologique pour notre équilibre mental et physique. Quand nous nous trahissons constamment pour maintenir une image acceptable, quand nous étouffons nos besoins authentiques pour éviter les conflits, quand nous sacrifions notre intégrité pour l'approbation temporaire des autres, nous créons une tension psychologique insoutenable. Cette tension se manifeste par l'anxiété chronique, la dépression masquée, les dépendances diverses, les relations toxiques répétitives. Mais Jung avait aussi découvert quelque chose d'extraordinairement libérateur. Cette souffrance porte en elle-même les graines de sa propre transformation. Car l'inconfort que nous ressentons quand nous vivons de manière inauthentique n'est pas notre ennemi. C'est le système de navigation de notre âme qui nous indique que nous nous sommes éloignés de notre chemin véritable. L'amour-propre authentique, dans la vision jungienne, n'est pas une pratique superficielle d'affirmation positive ou de gratitude forcée. C'est un processus beaucoup plus profond et plus courageux. C'est l'acceptation radicale de notre totalité, incluant nos aspects que nous préférerions nier ou transformer. Cette acceptation commence par ce que Jung appelait la confrontation avec l'ombre. L'ombre n'est pas seulement nos défauts ou nos aspects négatifs, c'est tout ce que nous avons refoulé de notre personnalité pour correspondre aux attentes de notre environnement. Cette ombre contient souvent nos plus grands potentiels créatifs, nos forces les plus authentiques, nos désirs les plus légitimes. Prenons l'exemple d'une femme qui a appris dès l'enfance qu'être en colère n'était pas féminin ou acceptable. Elle développe un persona doux et accommodant, mais sa colère légitime, celle qui pourrait la protéger des abus, lui donner la force de défendre ses valeurs, lui permettre d'être authentique, reste enfouie dans l'ombre. Cette colère refoulée ne disparaît pas. Elle s'exprime de manière détournée. Passive agressivité, dépression, maladies psychosomatiques, relations dysfonctionnelles. Des recherches en neurosciences montrent que la suppression émotionnelle chronique affecte physiquement le cerveau, réduisant la connectivité entre le cortex préfrontal et le système limbique, ce qui compromet notre capacité de régulation émotionnelle et de prise de décision. Ironiquement, en essayant de contrôler nos émotions négatives, nous perdons aussi l'accès à nos émotions positives authentiques. L'amour-propre authentique inviterait cette femme à reconnaître sa colère, à comprendre sa légitimité, à apprendre à l'exprimer de manière constructive. Ce processus n'est pas confortable. Il remet en question l'image qu'elle a construite d'elle-même et celle que les autres ont d'elle. Mais c'est le seul chemin vers l'intégrité psychologique. Jung insistait sur le fait que nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons vraiment. Et nous ne pouvons nous connaître vraiment qu'en intégrant consciemment nos aspects rejetés. Cette intégration n'est pas une réconciliation facile. C'est un processus dialectique où nous apprenons à tenir la tension entre nos contradictions internes plutôt que d'essayer de les résoudre artificiellement. Cette approche de l'amour-propre transforme complètement notre relation à nous-mêmes. Au lieu de nous aimer conditionnellement, seulement quand nous sommes bons, productifs, approuvés par les autres, nous commençons à développer ce que Jung appelait l'amour inconditionnel du soi. Ce soi, avec un grand S, représente notre totalité psychologique, notre essence au-delà des rôles et des masques. Quand nous commençons à aimer ce soi authentique, plusieurs transformations profondes se produisent simultanément. D'abord, nous cessons de mendier l'amour et l'approbation des autres. Non pas par orgueil ou fermeture, mais parce que nous avons développé une source interne de validation qui ne dépend pas des fluctuations de l'opinion externe. Cette indépendance émotionnelle n'est pas de l'égoïsme, c'est la condition préalable à l'amour véritable. Car comment pouvons-nous donner ce que nous n'avons pas? Comment pouvons-nous aimer authentiquement les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Jung disait, pour vraiment aimer les autres, une personne doit d'abord montrer qu'elle peut s'aimer elle-même, car s'aimer soi-même est la tâche la plus difficile. Deuxièmement, nous développons ce que Jung appelait
la différenciation psychologique. Au lieu de réagir automatiquement aux déclencheurs émotionnels, nous développons un espace intérieur entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside notre liberté de choisir comment répondre, plutôt que de simplement réagir. Cette capacité de différenciation nous libère des patterns relationnels destructeurs. Nous cessons d'attirer automatiquement des personnes qui reflètent nos blessures non guéries. Nous cessons de projeter sur les autres nos propres aspects refoulés. Nous commençons à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce qu'ils représentent dans notre psychodrame personnel. Troisièmement, nous accédons à ce que Jung appelait la créativité authentique. Quand nous cessons de nous censurer par peur du jugement, quand nous nous donnons la permission d'être imparfaits, notre créativité naturelle peut s'exprimer. Cette créativité n'est pas limitée aux arts. Elle s'exprime dans notre façon de résoudre les problèmes, de nous relationner aux autres, de naviguer les défis de la vie. La recherche en psychologie créative confirme que l'authenticité est un prédicteur majeur de la créativité. Les personnes qui s'acceptent pleinement, y compris leurs aspects imparfaits, montrent une flexibilité cognitive supérieure et une plus grande capacité d'innovation. L'amour-propre authentique libère littéralement notre potentiel créatif. Quatrièmement, nous développons ce que Jung appelait la compassion naturelle. Paradoxalement, quand nous nous acceptons pleinement, y compris nos aspects sombres, nous devenons naturellement plus compassionnés envers les autres, car nous reconnaissons en eux les mêmes luttes, les mêmes contradictions, la même humanité imparfaite que nous avons appris à aimer en nous-mêmes. Cette compassion n'est pas de la pitié condescendante ou de l'empathie fusionnelle qui nous épuise. C'est une compassion consciente, enracinée dans la compréhension profonde que nous partageons tous la même condition humaine fondamentale. Cette compassion nous permet d'aimer vraiment les autres tout en maintenant nos limites saines. Mais comment développer concrètement cet amour-propre authentique? Jung proposait plusieurs voies pratiques, toutes centrées sur l'augmentation de la conscience de soi. La première voie est ce qu'il appelait l'observation sans jugement. Cela signifie développer la capacité d'observer nos pensées, émotions et comportements sans immédiatement les étiqueter comme bons ou mauvais. Cette observation neutre nous permet de voir nos patterns inconscients sans les renforcer par l'autocritique ou l'autoglorification. Des techniques modernes comme la pleine conscience, mindfulness, s'inspirent directement de cette approche jungienne. Des études neuroimaging montrent que la pratique régulière de l'observation sans jugement renforce le cortex préfrontal médian, la région du cerveau associée à la conscience de soi et à la régulation émotionnelle. La deuxième voie est le dialogue avec l'ombre. Jung encourageait ses patients à reconnaître activement les aspects d'eux-mêmes qu'ils préféraient nier. Cela peut se faire à travers l'écriture, l'art ou même la conversation imaginaire avec ces aspects refoulés. L'objectif n'est pas de les éliminer mais de les comprendre et de les intégrer consciemment. Par exemple, si vous réalisez que vous avez refoulé votre assertivité par peur de déplaire, vous pourriez écrire une lettre de votre côté assertif à votre côté complaisant, explorant les besoins et les peurs de chacun. Cette technique, que Jung appelait « imagination active », permet de créer un dialogue interne constructif plutôt que de subir des conflits inconscients destructeurs. La troisième voie est l'alignement des valeurs. Jung observait que beaucoup de souffrance psychologique vient de vivre selon des valeurs qui ne sont pas vraiment les nôtres, valeurs héritées de la famille, de la société ou adoptées pour l'approbation sociale. L'amour-propre authentique exige de clarifier nos valeurs véritables et d'aligner nos actions avec elles. Cette démarche peut être inconfortable car elle nous confronte à l'écart entre ce que nous prétendons valoriser et ce que nous valorisons réellement, tel que révélé par nos actions. Mais cette honnêteté brutale avec nous-mêmes est la fondation de l'intégrité personnelle. La quatrième voie est l'acceptation du paradoxe. Jung comprenait que l'être humain est fondamentalement paradoxal. Nous pouvons être à la fois généreux et égoïstes, courageux et lâches, sages et stupides. L'amour-propre authentique ne cherche pas à résoudre ces paradoxes, mais à les embrasser comme partie intégrante de notre humanité. Cette acceptation du paradoxe nous libère de l'épuisante quête de cohérence parfaite. Nous cessons de nous juger pour nos contradictions et commençons à les voir comme la richesse de notre personnalité complexe. Cette acceptation nous permet aussi d'être plus tolérants envers les contradictions des autres. La cinquième voie est l'engagement dans l'individuation.
Jung utilisait ce terme pour décrire le processus de devenir qui nous sommes vraiment, distinct à la fois des attentes sociales et de nos identifications inconscientes. L'individuation n'est pas l'individualisme égocentrique, c'est le développement de notre unicité authentique au service de quelque chose de plus grand que nous. Ce processus implique souvent des choix difficiles, s'éloigner de relations toxiques, changer de carrière, défier les attentes familiales. Mais ces choix, quand ils sont alignés avec notre vérité profonde, nous donnent accès à une énergie et une motivation que nous ne pouvons pas trouver dans la conformité. Prenons l'exemple de Marie, 42 ans, qui a passé 20 ans dans une carrière lucrative en finance, tout en rêvant secrètement de devenir thérapeute. Sa famille valorisait le succès financier et elle avait intériorisé ses valeurs. Mais l'écart entre sa vocation authentique et sa réalité professionnelle créait une dépression chronique qu'aucun succès extérieur ne pouvait guérir. Le processus d'individuation de Marie a commencé quand elle a admis honnêtement son malheur professionnel sans se juger pour cette ingratitude. Elle a ensuite exploré d'où venaient ses vrais désirs, pas des attentes familiales, mais d'une passion authentique pour comprendre et aider les autres. Progressivement, elle a aligné sa vie professionnelle avec ses valeurs véritables, acceptant une diminution de revenus en échange d'un sens profond. Cette transition n'a pas été facile. Elle a dû affronter la désapprobation familiale, ses propres peurs financières et l'incertitude d'un nouveau chemin. Mais l'énergie qu'elle a trouvée dans cette authenticité a transformé non seulement sa vie professionnelle, mais toutes ses relations. Elle est devenue plus vraie, plus présente, plus aimante, parce qu'elle vivait enfin depuis son centre authentique. Jung observait que l'individuation n'est jamais complète. C'est un processus continuel de découverte et d'intégration. Chaque étape de la vie nous présente de nouveaux aspects de nous-mêmes à découvrir et à intégrer. L'amour-propre authentique est donc aussi un processus dynamique qui évolue avec nous. Un aspect crucial de ce processus est ce que Jung appelait la réconciliation avec le passé. Beaucoup de personnes se bloquent dans l'amour-propre parce qu'elles portent de la honte ou de la culpabilité pour leurs erreurs passées. Jung proposait une approche radicalement différente. Voir nos erreurs comme des étapes nécessaires de notre évolution, des expériences qui nous ont menés à qui nous sommes aujourd'hui. Cette réconciliation ne minimise pas la douleur que nos erreurs ont pu causer, à nous-mêmes ou aux autres. Elle reconnaît plutôt que cette douleur fait partie intégrante de l'expérience humaine et peut devenir une source de sagesse et de compassion si nous l'intégrons consciemment. Des recherches en psychologie du développement montrent que les personnes capables d'intégrer leurs expériences négatives dans un narratif cohérent de croissance personnelle montrent une résilience psychologique significativement supérieure et des niveaux plus élevés de bien-être. Jung avait intuitivement compris cette vérité psychologique fondamentale. Un autre aspect essentiel est la compréhension de ce que Jung appelait l'amour mature. Beaucoup confondent l'amour-propre avec le narcissisme ou l'égocentrisme. Jung distinguait clairement ces concepts. Le narcissisme est un amour-propre déficitaire. Il cherche constamment la validation externe parce que la personne ne se sent pas réellement digne à l'intérieur. L'amour-propre mature, au contraire, est stable et indépendant de l'approbation externe. Il nous permet d'aimer les autres sans avoir besoin qu'ils nous complètent ou nous valident. C'est un amour qui vient de l'abondance plutôt que du manque. Cette distinction est cruciale car notre société confond souvent l'amour-propre authentique avec l'égoïsme. En réalité, les personnes qui s'aiment vraiment sont généralement plus généreuses, plus compassionnées et plus disponibles pour les autres, parce qu'elles donnent depuis leur plénitude plutôt que depuis leur vide. Jung identifiait aussi l'importance de ce qu'il appelait la solitude créatrice. Dans notre monde hyperconnecté, beaucoup de personnes ont peur de la solitude et la remplissent constamment de distractions. Mais Jung comprenait que la solitude consciente est essentielle pour développer l'amour-propre. C'est dans la solitude que nous pouvons entendre notre voix intérieure authentique, sans les influences et les attentes des autres. C'est là que nous pouvons découvrir ce que nous aimons vraiment, ce qui nous nourrit vraiment, qui nous sommes vraiment au-delà de tous nos rôles sociaux. Cette solitude n'est pas de l'isolement, c'est une communion avec nous-mêmes qui nous prépare à une connexion plus authentique avec les autres. Quand nous sommes à l'aise avec nous-mêmes dans la solitude, nous cessons d'utiliser les autres pour éviter notre propre présence. Des études sur l'attachement montrent que les personnes capables de solitude créatrice développent ce qu'on appelle un attachement sécure. Elles peuvent être proches des autres sans perdre leur individualité
et être individuels sans perdre leur capacité de connexion. C'est l'équilibre psychologique idéal que Jung visait. Jung reconnaissait aussi que le développement de l'amour-propre authentique implique souvent de traverser ce qu'il appelait la nuit noire de l'âme, des périodes où nous devons abandonner d'anciennes identités sans encore savoir qui nous devenons. Ces périodes peuvent être angoissantes, mais elles sont souvent nécessaires pour notre croissance. C'est comme le processus de la chrysalide. La chenille doit littéralement se dissoudre pour devenir papillon. De même, nos anciens mécanismes de défense et nos identités factices doivent parfois s'effondrer pour que notre vrai self puisse émerger. Jung encourageait ses patients à traverser ces périodes avec patience et confiance, sachant qu'elles sont temporaires et transformatrices. Un élément pratique crucial est ce que Jung appelait l'hygiène psychologique quotidienne. De même que nous prenons soin de notre hygiène physique, nous devons développer des pratiques quotidiennes pour maintenir notre santé psychologique et notre connexion avec notre self authentique. Cela peut inclure des pratiques comme l'écriture introspective, la méditation, l'art expressif, le temps dans la nature ou simplement des moments quotidiens de réflexion silencieuse. L'important n'est pas la forme spécifique de la pratique, mais la régularité et l'intention de maintenir un dialogue conscient avec notre monde intérieur. Jung observait que les personnes qui négligent cette hygiène psychologique deviennent graduellement étrangères à elles-mêmes. Elles peuvent continuer à fonctionner extérieurement, mais elles perdent progressivement l'accès à leur source intérieure de vitalité et d'authenticité. Il est aussi important de comprendre que l'amour-propre authentique n'est pas un état d'esprit constant de béatitude ou de satisfaction de soi. C'est plutôt une relation stable et bienveillante avec soi-même qui peut contenir toute la gamme des expériences humaines. Joie, tristesse, colère, peur, excitation, ennui. Cette stabilité relationnelle interne nous permet de naviguer les hauts et les bas de la vie sans nous identifier complètement à nos états temporaires. Nous pouvons être tristes sans croire que nous sommes une personne triste. Nous pouvons échouer sans croire que nous sommes un échec. Cette différenciation psychologique est la marque de la maturité émotionnelle. Jung identifiait également l'importance de ce qu'il appelait la contribution créative. Quand nous nous aimons authentiquement, nous ressentons naturellement le désir de contribuer quelque chose de unique au monde. Cette contribution peut prendre 1000 formes: art, service, innovation, parentalité, amitié profonde, mais elle émane toujours de notre unicité authentique. Cette dimension de l'amour-propre nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Paradoxalement, plus nous nous individualisons, dans le sens jungien, plus nous nous connectons à l'humanité universelle. Car en devenant pleinement nous-mêmes, nous exprimons quelque chose d'unique qui enrichit la tapisserie humaine collective. Il est crucial de comprendre que ce voyage vers l'amour-propre authentique n'est pas un projet de self-amélioration de plus. C'est une transformation fondamentale de notre relation à l'existence elle-même. Quand nous cessons de gaspiller notre énergie à maintenir de fausses identités, quand nous cessons de chercher à l'extérieur ce que nous pouvons seulement trouver à l'intérieur, nous accédons à une source de force et de joie qui est indépendante des circonstances externes. Cette force intérieure ne nous rend pas invulnérables à la souffrance. Elle nous rend capables de transformer la souffrance en sagesse, les défis en croissance, les pertes en ouverture du cœur. C'est la différence entre subir la vie et danser avec elle. Jung croyait profondément que cette transformation individuelle avait des répercussions collectives. Quand une personne cesse de projeter ses blessures non guéries sur le monde, quand elle cesse de répéter inconsciemment les patterns destructeurs, elle contribue à guérir le tissu social dans son ensemble. C'est pourquoi l'amour-propre authentique n'est pas seulement un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, c'est un service que nous rendons au monde. En cessant de participer aux dynamiques toxiques, en cessant de perpétuer les cycles de blessures et de vengeance, nous créons de l'espace pour que des dynamiques plus saines émergent. Alors, comment commencer concrètement ce voyage aujourd'hui? Jung suggérait de commencer par ce qu'il appelait l'inventaire honnête. Prends un moment pour te demander « Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de jouer un rôle plutôt que d'être authentique? Où est-ce que je sacrifie ma vérité pour l'approbation? Quelle partie de moi ai-je enterrée par peur du rejet ?» Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont le point de départ de la libération, car tu ne peux pas transformer ce que tu ne reconnais pas. La conscience est toujours le premier pas vers la liberté. Ensuite, commence à pratiquer ce que Jung appelait
la gentillesse radicale envers soi-même. Cela signifie te traiter avec la même compassion que tu montrerais à un ami cher qui traverse des difficultés. Arrête de te parler avec une dureté que tu n'accepterais jamais d'un étranger. Développe aussi ce que Jung appelait la curiosité bienveillante envers tes aspects les plus difficiles. Au lieu de lutter contre tes peurs, tes colères, tes tristesses, demande-toi, qu'est-ce que cette émotion essaie de me dire? Quel besoin authentique se cache derrière ce sentiment difficile? Commence à établir des limites saines dans tes relations. Cela peut signifier dire non à des demandes qui ne résonnent pas avec toi, même si cela déçoit quelqu'un. Cela peut signifier arrêter de te justifier constamment pour tes choix authentiques. Cela peut signifier choisir la solitude plutôt que la compagnie qui te vide. Cultive des activités qui te connectent à ta créativité naturelle et à ta joie spontanée. Jung croyait que notre vrai self s'exprime naturellement dans la créativité et le jeu. Qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais enfant, avant d'apprendre à te censurer? Comment peux-tu ramener un peu de cette énergie dans ta vie adulte? Pratique régulièrement ce que Jung appelait la solitude consciente. Du temps seul avec toi-même, sans distraction, juste pour être en ta propre compagnie. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec la pratique, cela devient nourrissant et révélateur. N'oublie jamais que ce voyage est un marathon, pas un sprint. Il y aura des reculs, des moments de doute, des périodes où tu auras l'impression de revenir à tes anciens patterns. C'est normal et fait partie du processus. Jung disait que l'individuation suit une spirale plutôt qu'une ligne droite. Nous revisitions les mêmes thèmes à des niveaux toujours plus profonds. La patience et la persévérance avec toi-même sont essentielles. Chaque moment où tu choisis l'authenticité plutôt que la conformité, chaque fois où tu choisis l'amour-propre plutôt que l'autocritique, tu renforces ta capacité à vivre depuis ton centre véritable. Rappelle-toi aussi que tu n'as pas à faire ce voyage seul. Jung valorisait profondément le soutien thérapeutique et communautaire dans le processus d'individuation. Entoure-toi de personnes qui soutiennent ton authenticité plutôt que tes masques. Cherche de l'aide professionnelle si tu en ressens le besoin. Joins-toi à des communautés qui valorisent la croissance intérieure et l'honnêteté émotionnelle. En conclusion, l'invitation de Jung à t'aimer authentiquement et à cesser de gaspiller ta vie n'est pas seulement un conseil de développement personnel, c'est un appel à une révolution intérieure qui peut transformer non seulement ta propre existence, mais contribuer à la guérison du monde. Chaque personne qui choisit l'authenticité plutôt que la conformité, qui choisit l'amour propre plutôt que la validation externe, qui choisit la vérité plutôt que le confort social, contribue à créer un monde où il est plus sûr pour tous d'être authentique. Ton voyage vers l'amour-propre authentique commence maintenant, avec cette prise de conscience, cette ouverture, cette volonté de cesser de te trahir pour plaire aux autres. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais c'est le seul chemin qui mène vers une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Si cette exploration t'a touché, si tu reconnais en toi cette soif d'authenticité, partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quelle partie de toi as-tu enterrée par peur du jugement? Quel masque es-tu prêt à laisser tomber? Ton partage peut inspirer quelqu'un d'autre à commencer son propre voyage vers l'amour-propre authentique. N'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Parfois, un seul insight partagé au bon moment peut être le catalyseur d'une transformation complète. La vie t'attend, ta vraie vie, authentique, créative, aimante. Elle a toujours été là, sous les couches de conformité et de peur. Il est temps de la récupérer. Il est temps de t'aimer enfin, comme tu mérites d'être aimé. Il est temps de cesser de gaspiller ta précieuse existence et de commencer vraiment à vivre.